Bon, nous allons commencer. C'est toujours avec un égal plaisir que je commence cette série de cours. Et donc, tous les mardis, vous le voyez, sans interruption d'ailleurs, à 7h, 10h, dans cet amphithéâtre, je parlerai de clusters métalliques et enzymes, le vivant inorganique. Je vous dirai quelques mots là-dessus, j'en ai déjà dit lors de cours précédents. Et puis à 11h, comme j'en ai pris l'habitude, un scientifique éminent viendra illustrer un certain nombre de choses que je raconte. Donc aujourd'hui, je suis très heureux, je le redirai, de recevoir Frédéric Barras, qui est véritablement un des grands experts internationaux sur la question de ces fameux clusters fer-soufre qui sont, dont on a découvert relativement récemment toute l'importance et dont je dirais évidemment quelques aspects tout au long de ce cours. Voilà, ça vous connaissez, donc c'est sur l'affiche. Donc tous les mardis, et puis je vous invite à regarder cette affiche, elle est dehors, pour voir de quoi on va traiter au cours de ces séances et les différents invités. Oui, j'ai souvent insisté dans les années précédentes sur le fait que après avoir considéré très longtemps, et y compris aujourd'hui, que la chimie du vivant était très très organique, j'insiste pour dire qu'elle est aussi inorganique, à savoir qu'il n'y a pas véritablement de système vivant qui fonctionne sans l'apport de métaux qui sont en quantité très faible, hein, on verra une figure là-dessus, en quantité très faible, mais avec des fonctions extrêmement importantes, je dirais absolument essentielles, pour tout un tas de processus très très importants. C'est de ça dont je voudrais parler, mais comme j'en ai parlé relativement souvent dans le passé, ici je voudrais insister sur des structures métalliques qui sont extrêmes d'une certaine façon, parce que ce sont ce qu'on appelle des clusters, c'est-à-dire ce sont des assemblages polymétalliques, polynucléaires, assez complexes, et on verra que la nature a choisi d'une certaine façon, c'est pour ça qu'ici aujourd'hui je parle de minéral dans nos cellules, mais on verra quelques exemples de structures qui sont effectivement, qui se rapprochent de structures inorganiques, de petits cailloux, de métaux, et évidemment, la question qu'on va se poser de façon régulière tout au long de ces cours, c'est évidemment quelle est la fonction de ces systèmes, quelle est leur spécificité, et quelle est aussi la façon dont les cellules assemblent ces clusters-là, parce que ce n'est pas tout à fait évident. Voilà, alors très rapidement, donc, en quelques informations, très rapides, parce que certaines de ces figures, je vous les ai montrées dans le passé. Tout ça pour dire donc que la place des métaux dans le vivant, donc quelque chose de très très important. Ici, par exemple, sur 4000 systèmes enzymatiques qui sont connus, 1370 dont on a la structure aux rayons X, eh bien, vous voyez que alors je prends ce chiffre-là parce qu'à partir du moment où on a la structure à l'échelle atomique, on a toutes les informations à l'échelle atomique, et donc on peut conclure s'il y a un métal ou pas. Et vous voyez, il y en a près de 600, donc presque la moitié, qui contiennent un métal. Donc quand je dis l'inorganique, le vivant est aussi inorganique, hein, il faut bien avoir ça en tête, je ne suis pas sûr qu'on l'ait toujours, à savoir que pratiquement la moitié des systèmes protéiques, biologiques, contiennent un métal. Donc c'est évidemment très, très, très important. Ici, vous voyez que, à nouveau, par rapport à ces informations,
Voilà la liste des métaux qu'on peut trouver. Alors le magnésium est le plus présent, le zinc, le fer, le manganèse, le calcium, et ça va jusqu'au vanadium. Il y a quelques exemples d'enzymes à base de vanadium. C'est un métal moins présent, mais vous voyez qu'on a toute une série de métaux, y compris relativement inattendus, je dirais, comme molybdène et tungstène et vanadium. Bon, je ne rentre pas, vous avez cette référence, je ne rentre pas dans le détail. Ces métaux sont répartis, sont assez clairement répartis dans les différentes classes d'enzymes. Il n'est pas étonnant, par exemple, de trouver fer, cuivre et molybdène pour les oxydoréductases. Ce sont des métaux qui ont des propriétés redox, et donc ce n'est pas étonnant de les retrouver dans ces fonctions-là. À l'inverse, vous voyez que le zinc, il est plutôt, vous voyez toute la partie jaune ici, dans des hydrolases. C'est un métal qui n'est pas redox et donc qui intervient dans d'autres fonctions non redox. Voilà. Donc on comprend assez bien cette répartition sur le plan chimique. Je ne veux pas rentrer dans le détail, je l'ai déjà dit. Simplement, toute une série de structures comme ça pour vous montrer que pour arriver à la partie cluster, bon, y a dans comment ces ions métalliques sont organisés dans les protéines. Voilà, ça vous permet de constater ce que c'est qu'une protéine et ce que c'est qu'un ion métallique. Vous voyez, la partie métallique ici est toute petite par rapport à l'ensemble de la protéine. Vous pouvez avoir donc des systèmes où il n'y a qu'un atome métallique. Ici, vous voyez zinc, ici, vous voyez cuivre. D'autres exemples. Vous avez des systèmes où l'ion métallique est associé à des ligands spécifiques. Vous voyez ici le cas d'une protoporphyrine 9 de fer qu'on trouve dans les cytochrome P450. Vous voyez un ligand particulier ici qui est la molybdoptérine, qui est un dithiolène assez complexe qui utilise 2 atomes de soufre pour fixer un atome de molybdène, et il y a 2 fois ce ligand, et vous trouvez ce type d'organisation dans la nitrate réductase, par exemple. Vous avez la fameuse adénosylcobalamine, ici, ce magnifique cofacteur à base de cobalt qui s'insère dans une protéine, ici la méthylmalonylcoamutase qu'on trouve chez l'homme. Et c'est un atome métallique, mais ici, je fais la différence avec les figures précédentes qui montrent que le métal est surtout fixé par des ligands exogènes. Voilà. Et puis après, on passe à des systèmes plus complexes. On peut commencer à les appeler clusters, mais c'est des systèmes binucléaires où on a maintenant 2 atomes métalliques qui sont associés. J'ai beaucoup parlé dans le passé et je redirai quelques mots de ces hydrogénases. Vous voyez ici nickel-fer, vous voyez la superoxyde dismutase qui est une enzyme qui détruit les anions superoxydes qui sont considérés comme toxiques, cuivre-zinc. Vous voyez la cytochrome oxydase avec fer-cuivre. Enfin, vous voyez, vous avez toutes sortes de combinaisons. Et puis enfin, on tombe sur les systèmes que je vais développer au cours de ces semaines. Ce sont des systèmes, vous voyez, alors d'une très très grande complexité qui associent non pas deux ions métalliques, mais un très grand nombre d'ions métalliques. Au cours de cette première leçon, je parlerai des clusters fer-soufre, donc j'y reviendrai. Et puis vous voyez ici de différents clusters de l'acétyl-CoA synthase. Vous avez 2 atomes de nickel, 4 atomes de fer. Vous voyez, vous avez 6 ions métalliques. Ici, le cluster de la CO-déshydrogénase, 4 atomes de fer, 1 atome de nickel. Ici, vous voyez le cofacteur de la nitrogénase, où vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atomes de fer, 1 atome de molybdène. Donc c'est sans doute ce qui se fait de plus complexe en termes de structure métallique. Et puis un autre système, ici, vous voyez, à base de 4 atomes de manganèse, 1 atome de calcium qu'on trouve dans le photosystème 2. Voilà. Alors, il s'avère que la puissance aujourd'hui de la biochimie, de la cristallographie, permet d'avoir des informations vraiment très précises sur l'organisation de ces clusters métalliques. Vous constaterez ici que dans des systèmes comme celui-là ou celui-là, il y a très très peu
d'éléments protéiques qui constituent la sphère de coordination des métaux. Donc on peut véritablement considérer que c'est un petit minéral qui est à l'intérieur de la protéine. La preuve en est d'ailleurs qu'on peut sortir ce petit caillou et le remettre, dans certains cas, à volonté. Voilà. Donc la premier système que je vais discuter en détail et qui va se prolonger donc ensuite par l'exposé de Frédéric Barras, c'est ces fameux clusters fer-soufre qui pendant longtemps ont relativement peu intéressé les gens et qui aujourd'hui constituent vraiment des acteurs essentiels de la vie, enfin on les analyse comme des acteurs essentiels de la vie cellulaire. Clusters fer-soufre, voilà. Alors les clusters fer-soufre, ce sont des assemblages d'atomes de fer et de soufre. On est très inorganique là. Atomes de soufre, vous voyez, c'est ici du sulfure. Hein, ce sont des ions S2- qui sont des ponts entre les atomes de fer. Donc vous avez trois grandes familles, je dirais, les clusters 2 fer, 2 soufre, 3 fer, 4 soufre, 4 fer, 4 soufre. Et le lien, la façon dont ces clusters sont accrochés à la protéine, c'est via des liaisons fer-soufre, le soufre venant de cystéine des protéines. Voilà quelques exemples de structures. Ici, vous voyez une protéine 4 fer, 4 soufre, où vous voyez les 4, c'est une ferredoxine, vous voyez les 4 cystéines qui fixent les 4 atomes de fer en marron, et vous avez les sulfures qui restent en pont entre les atomes de fer. Ça fait une sorte de cubane assez bien symétrique, assez symétrique. Alors ça, c'est l'idée qu'on s'en faisait jusqu'à il n'y a pas longtemps, et en réalité, la coordination des centres métalliques est beaucoup plus variée que ce qu'on imaginait il y a relativement peu de temps, et on observe que ces clusters métalliques peuvent être accrochés par des tas d'autres acides aminés. Ici, par exemple, les clusters des protéines risquées, ce sont des imidazoles, donc c'est des histidines qui sont ligands d'atomes de fer. Vous voyez, donc on peut avoir des ligands azotés. C'est le cas ici d'une arginine qui est ligand dans la biotine synthase d'un cluster de fer de soufre. Vous avez des exemples d'aspartate. Et puis, c'est vrai pour tous les types de clusters. Et dans le cas des 4 fer, 4 soufre, vous voyez qu'il peut y avoir des aspartates, des tyrosines, des glutamines, des histidines. C'est ce qu'on voit ici, vous voyez, dans cette enzyme. C'est ce qu'on voit ici dans cette hydroxyglutaryle coenzyma déshydratase. Vous avez une tyrosine à côté de 3 cystéines. Et puis, voilà un 4 fer, 4 soufre dans toute une série de systèmes, nitrate réductase, hydrogénase, où vous avez une histidine qui accroche le cluster fer-soufre. Donc, aujourd'hui, on sait que la nature peut construire des clusters fer-soufre non seulement avec des cystéines, mais avec d'autres ligands. Une des propriétés tout à fait intéressantes avec les clusters fer-soufre et très exploitées par la nature, c'est que ce sont des systèmes qui peuvent stocker des électrons et les redonner, et de façon réversible. Et ça, c'est une propriété qui est évidemment très très intéressante. Alors, ce n'est pas le seul système qui permet cela. Fer, cuivre, molybdène, tungstène, tout ce que j'ai indiqué comme étant métaux redox font ces réactions réversibles de transfert d'électrons. Néanmoins, comme je vous le montrerai, ces clusters fer-soufre occupent des gammes de potentiel redox absolument essentielles pour la vie cellulaire, et qu'ils sont les seuls à occuper, c'est-à-dire à très bas potentiel. Alors, voilà, donc quelques exemples de couples redox qui sont impliqués dans la chimie des clusters fer-soufre. Vous avez ici dans la série des 2 fers, vous avez 2 atomes ferriques, fer 3+, il y a un couplage antiferromagnétique, donc spin 0, ces entités, on a l'impression qu'ils sont diamagnétiques, et effectivement, c'est à cause du couplage antiferromagnétique.
ils sont capables de prendre un électron, et à ce moment-là, vous voyez, la charge diminue, et là, on a produit un ion fer de plus, et à ce moment-là, vous avez une espèce qui est paramagnétique. Je dis cela parce que, effectivement, la résonance paramagnétique électronique est un outil très, très utile pour étudier les états redox des clusters fer-soufre. Vous avez la même chose avec les 4 fer, 4 soufre de plus. L'état sans doute le plus stable, c'est lorsque vous avez 2 ions ferriques et 2 ions ferreux. Là aussi, à cause de la symétrie, vous avez et du couplage antiferromagnétique, vous avez un spin zéro. Il n'y a pas de signal en résonance paramagnétique électronique. Et quand vous introduisez un électron, à nouveau, vous produisez un ion fer de plus supplémentaire. Ça fait une dissymétrie. Vous avez un spin ennemi et vous avez une signature que vous pouvez obtenir en résonance paramagnétique électronique. Et évidemment, vous voyez, c'est intéressant parce que ici, c'est silencieux, ici, ça donne ce type de spectre, et donc vous pouvez très facilement voir dans quel état redox vous êtes. Alors, ça, c'est pour vous donner un peu où se situent dans l'échelle redox les clusters fer-soufre. Vous voyez, finalement, le domaine redox du vivant, c'est à peu près une ampleur de 1 volt entre moins 500 millivolts et plus 500 millivolts, en gros. Et comme vous le voyez, pour fonctionner dans ces différents états redox, vous avez besoin de plusieurs systèmes. Il n'y a pas de système qui peut fonctionner, même si par modulation de la sphère de coordination des ions métalliques, vous pouvez en effet, et ça c'est la force de la chimie, vous pouvez à partir d'un seul ion métallique balayer une gamme de potentiel redox assez élevée, balayer 1 volt, c'est trop compliqué, donc il vous faut différents systèmes, et le système qui est adapté pour les potentiels redox les plus bas, pour les processus qui nécessitent des électrons à très bas potentiel, ce sont, comme vous le voyez ici, les clusters fer-soufre. À l'opposé, vous avez plutôt les cytochromes qui travaillent et le plus élevé étant le photosystème avec le système manganèse-calcium. Donc voilà, en même temps, c'est un très gros inconvénient parce que ces clusters fer-soufre sont extrêmement sensibles à l'air. Vous voyez le potentiel ici de l'oxygène est très, très, très élevé, donc la force thermodynamique qui conduit à l'oxydation de ces systèmes est puissante, et donc ce sont des systèmes qui sont très fragiles à l'oxygène. Et donc d'ailleurs, sur le plan expérimental, quand vous voulez travailler avec des systèmes qui contiennent des clusters fer-soufre, il faut faire très très attention et le plus souvent travailler en atmosphère totalement inerte, ce qui complique un peu la vie. Il faut travailler dans des boîtes à gants, etc. Et en même temps, la question se pose, il y a des tas de systèmes biologiques de protéines fer-soufre qui fonctionnent en aérobiose, en présence d'oxygène. Nous en sommes un exemple. Et donc, évidemment, la question se pose de savoir comment la nature gère cette très grande instabilité thermodynamique dans un monde très oxygéné. Et là, on tombe sur effectivement des problématiques biologiques et chimiques tout à fait intéressantes. Et en partie, Frédéric nous parlera de cet aspect de stress oxydant et de contrôle de tout ça. Voilà. Alors, les clusters fer-soufre en biologie, juste un peu d'histoire. Pendant très longtemps, d'abord on les a découverts relativement récemment, je dirais, années 50, années 60. Et ici je vous montre Helmut Beinert, qui est un de ceux un biochimiste, un juif allemand qui a quitté pendant la guerre l'Allemagne pour aller aux États-Unis et qui a fait une magnifique carrière aux États-Unis, qui est un fantastique biochimiste, qui est décédé récemment et qui a été le premier à vraiment décortiquer la chimie de ces clusters fer-soufre. Et à cette époque-là, on ne parlait des clusters fer-soufre que pour les transferts d'électrons, c'est-à-dire des systèmes qui, dans des chaînes très complexes, prennent un électron d'un donneur et donnent un électron à un partenaire, et ainsi de suite. Et donc,
on comprenait pourquoi ces clusters fer-soufre étaient présents dans la voie photosynthétique, dans la voie de la respiration, avec tout un tas de ces systèmes. Ces transferts d'électrons peuvent se produire de façon intermoléculaire et ils peuvent se produire également de façon intramoléculaire. Voilà, vous avez des systèmes, par exemple comme l'hydrogénase, dans lesquels vous avez sur la même chaîne polypeptidique, vous voyez, plusieurs clusters fer-soufre et les électrons circulent entre ces clusters fer-soufre. Vous avez des systèmes encore plus complexes, hein, comme vous voyez ici dans le complexe 1, qui est essentiel à la respiration. Vous avez 9 clusters fer-soufre répartis sur différentes protéines, et les électrons ainsi, passant d'un cluster à un autre, peuvent circuler sur de très très longues distances. Et très souvent, la nature a choisi ces clusters fer-soufre quand il s'agit de faire circuler des électrons à très longue distance. Dans les années 70, une autre chimie est apparue. C'est une chimie où le cluster fer-soufre n'était pas utilisé comme transféreur d'électrons, mais dans lequel la nature exploitait ses propriétés d'acide de Lewis. On peut dire que c'est assez surprenant parce que le meilleur acide de Lewis métallique, c'est le zinc, et on se demande pourquoi la nature a choisi de prendre des clusters fer-soufre pour faire cette chimie-là, et pourquoi pas un atome de zinc. Chimiquement, cette réaction catalysée par la conitase vous voyez, très simplement, du point de vue chimique, hein, c'est une déshydratation. Vous voyez, il y a une molécule d'eau qui s'en va et vous faites une double liaison. Voilà, typiquement, il y a des tas d'autres métaux qui pourraient faire ça beaucoup plus simplement. Enfin, en tout cas, la nature a choisi d'utiliser un cluster fer-soufre pour faire cette chimie-là. Et le principe, c'est que vous avez un atome de fer ici. Alors, ce qui est intéressant ici dans ces systèmes, c'est que pour la première fois, on observait un cluster fer-soufre dans lequel le cluster n'était accroché que par 3 cystéines, et un site de coordination était vacant, c'est-à-dire qu'il y a un fer ici qui est nu, enfin pas totalement, il a ces 3 ponts soufre, mais il y a une 4e coordination qui est absente, et ceci permet de fixer un substrat. C'était le premier exemple dans l'histoire d'un cluster qui pouvait accepter un substrat exogène, c'est-à-dire qu'il n'était pas complètement saturé par la chaîne polypeptidique. Et ça permet de fixer cette molécule, et vous voyez cette liaison, ce groupement hydroxyle OH qui va partir, il se fixe sur l'atome de fer, ça polarise la liaison carbone-oxygène, la fragilise, et à partir de là, une base arrache un proton, formation de la double liaison et départ du groupement OH. Voilà un peu le type de chimie qui est mise en œuvre dans ce type de cluster. Les années 80, c'est la découverte de systèmes fer-soufre impliqués dans des processus très complexes de régulation de l'expression de gènes, au niveau post-traductionnel, au post-transcriptionnel. Voilà, je vais vous donner un exemple de... Alors, il y a plusieurs systèmes qui interviennent. Un exemple qui a été très, très étudié, et y compris sur le plan biologique, physiologique et structural et chimique, c'est une protéine de régulation qui s'appelle IRP. Je vais juste y passer un tout petit peu de temps pour illustrer ce qui se passe. Donc là, pour le coup, il n'y a pas de... Il n'y a pas de chimie telle que je viens de le décrire, c'est-à-dire pas de transfert d'électrons, même s'il y a des états redox différents qui peuvent être mis en jeu, pas d'activité de type acide de Lewis. En fait, comme vous allez le voir, le système est un système qui va vivre 2 états, un avec du fer-soufre, pour simplifier, un avec un cluster fer-soufre, un sans cluster fer-soufre, et ces 2 états vont donner des réponses différentes en termes d'expression de gènes. Alors, voilà la structure aux rayons X de la protéine IRP sous la forme fer-soufre a été obtenue. Vous voyez, on reconnaît le cluster 4 fer, 4 soufre à l'intérieur de la protéine. Quand ce cluster est présent dans la protéine, elle se trouve dans un état conformationnel tel
que la protéine ne peut pas se fixer sur l'ARN messager que cette protéine contrôle. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais ce sont des ARN messagers exprimant la ferritine et le récepteur de transférine. Et donc, cette protéine, d'ailleurs, vous voyez son nom, Iron Regulatory Protein, comme la transférine est une protéine de transport du fer et la ferritine une protéine de stockage du fer, cette protéine joue un rôle dans la régulation de l'homéostasie du fer dans les cellules. Dans ce cas-là, la protéine ne se fixe pas sur son ARN messager, et lorsque ce cluster fer-soufre est perdu sous l'effet d'un signal particulier, ça peut être un stress oxydant, ça peut être un manque de fer dans la cellule, à ce moment-là, le fer s'en va, et vous avez une réorganisation conformationnelle gigantesque de la protéine qui lui permet de fixer sa cible ARN messager. Et donc là, on a l'exemple. Alors, à nouveau, on pourrait se demander pourquoi choisir un cluster fer-soufre pour faire ça. Probablement parce que ce sont des espèces sensibles, et ce qu'on veut lorsqu'on a un régulateur, c'est évidemment que les signaux qu'on veut détecter puissent être traduits rapidement et efficacement par un senseur. Et probablement les clusters fer-soufre se prêtent à cause de leur sensibilité à tout un tas de choses, sensibilité à l'absence de fer, sensibilité à des stress oxydants et à d'autres choses. Voilà, juste pour vous montrer ça, je ne sais plus comment on fait ça. Voilà, là. Voilà, juste pour vous montrer comment les choses se passent. Vous voyez le type de changement. Donc, le mouvement conformationnel est vraiment très très important, et c'est assez fascinant de voir que cette toute petite partie ici, qui est le cluster fer-soufre, a un impact aussi profond sur la structure de la protéine. Et cette simple différence, apoprotéine sans cluster et présence du cluster, conduit à quelque chose de majeur, qui est la reconnaissance d'une macromolécule qui est cet ARN messager, et qui déclenche évidemment tout un tas de réponses. On peut le voir ici aussi. Vous voyez, le cluster va se désassembler et on va voir arriver tout un tas de sites d'interaction nouveaux avec l'ARN messager. Voilà. Alors là, bon, il y a tout un tas de systèmes de la littérature qui ont été décrits dans la littérature, FNR, NREB, SOXER, NSRR, etc., ISKER. Frédéric nous en donnera quelques-uns. Donc il y a énormément de travaux qui se développent sur les clusters fer-soufre impliqués dans la régulation de l'expression des gènes. Et puis la dernière étape, peut-être qu'il y en aura d'autres à l'avenir, mais la dernière, c'est celle dans laquelle nous avons été très impliqués. J'ai déjà raconté une partie de cette histoire, j'y reviendrai dans un cours. C'est la découverte d'une énorme classe d'enzymes qui s'appelle les enzymes radical-SAM. Je n'en dirai pas plus. Ce sont des enzymes qui, très simplement, associent un cluster fer-soufre avec cette petite molécule qui est la S-adénosylméthionine, qui est vous voyez ce sulfonium ici. Et cette association conduit à la formation de radicaux libres qui sont exploités pour faire des réactions chimiques extrêmement complexes. Le radical ici n'est pas toxique, il pourrait l'être, mais il est contrôlé pour être utilisé dans des réactions, au contraire, d'une très très grande sélectivité, spécificité. Voilà. Alors, je l'ai déjà dit,
les clusters fer-soufre sont très abondants. Enfin, non, je ne l'ai pas vraiment dit, j'ai dit que les métaux étaient très abondants. Les clusters fer-soufre sont, compte tenu de toutes les fonctions que j'ai indiquées, vous imaginez qu'ils sont assez importants. Bon, il y a quelques années, on avait essayé de faire une analyse qu'on continue aussi avec Frédéric, une analyse de qu'est-ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de protéines fer-soufre dans une cellule. Si on prend un modèle comme une bactérie, Escherichia coli, eh bien, on peut considérer qu'aujourd'hui, Escherichia coli, c'est quoi, 4000 gènes, c'est ça, bon. Voilà, il y a une centaine de protéines, 100 sur 4000, pour simplifier, potentiellement, disons au grand maximum, 200 protéines. C'est peu, et en même temps, c'est énorme. Et comme vous le voyez ici de façon très très résumée, la grande fonction, ça reste les transferts d'électrons. Vous voyez, parmi celles qui sont connues, la centaine qui sont connues, la moitié, c'est du transfert d'électrons. Et puis, vous avez les radicales SAM, vous avez les régulateurs, vous avez des protéines dont on dit que le cluster a une fonction structurale. Quand on dit ça, en général, c'est parce qu'on ne sait pas à quoi il sert. Et puis, vous avez tout un tas de protéines qui sont impliquées dans la biosynthèse des clusters, et je finirai mon cours sur cet aspect-là. Ce qui est aussi très intéressant à noter, c'est que la grande classe de clusters fer-soufre, c'est en fait les 4 fer, 4 soufre. Très peu de 2 fer, 2 soufre, et pratiquement pas de 3 fer, 4 soufre. Donc, ça, c'était pour moi une découverte d'une certaine façon, parce que alors maintenant, sur des grands nombres, effectivement, c'est plus facile de faire ce type d'analyse statistique, mais il n'y a pas si longtemps, dans les articles de revue sur les clusters fer-soufre, on parlait aussi bien de 2 fer, 3 fer, 4 fer, et en fait, non, ce n'est pas équivalent. Voilà. Bon, ça, j'ai vu que Fred avait la même dia, mais on doit avoir ça dans un article commun. Néanmoins, voilà. C'est impliqué, voilà, là c'est un peu, vous voyez, réparation d'ADN, régulation de gènes, modification d'ARN, modification post-traductionnelle, voie de biosynthèse, respiration, cycle TCA, métabolisme du fer, du soufre, de l'azote, enfin, etc. Voilà, donc impliqué dans des tas de processus, donc des choses très très importantes. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, eh bien, il y a encore de la place pour découvrir de nouvelles fonctions, de nouvelles structures, de nouvelles chimies. Il y a encore tout un tas de protéines dont les séquences indiquent qu'elles sont en effet des clusters fer-soufre, même si ça n'a pas été démontré, je les mets ici, et ça reste à démontrer, mais c'est un espace de travail tout à fait intéressant. Très difficile aussi, hein, c'est-à-dire que tout ce qui a été facile à faire a été fait. Maintenant, ce n'est pas parce que vous avez un gène ici que vous avez résolu le problème de son substrat, de sa fonction, enfin, etc. On est rentré dans une phase de la biologie et de la chimie biologique qui est beaucoup plus compliquée. Voilà, une autre notion aussi, je termine là-dessus. Oui, deux autres notions, pardon. J'ai parlé d'Escherichia coli. Ici, c'est un petit travail, il y en a eu encore très très peu, mais qui montre la chose suivante. Si vous voulez, en termes d'évolution, l'idée qui prévaut, c'est que les clusters fer-soufre, vous voyez, ces petits assemblages de fer et de soufre, nous font penser à des petits cailloux de pyrite, ces sulfures de fer qui sont présents à la surface de la Terre, qui ont toujours été là, et à la surface desquels des réactions chimiques, peut-être à l'origine de la vie, ont pu se produire. Il y a eu beaucoup de travaux dans cette philosophie-là. Et donc l'idée qui prévaut, c'est que les clusters fer-soufre qu'on voit aujourd'hui à l'intérieur des systèmes vivants les plus sophistiqués, les plus élaborés, sont des descendants de systèmes moins élaborés, mais à base de fer et de soufre qui ont été récupérés dans le sol à l'origine de la vie. Et donc, il y a cette idée qu'avec l'évolution, le nombre de clusters fer-soufre diminue. Et
parce que la pression d'oxygène, parce que la sensibilité des clusters, et il y a quelques travaux qui essayent de montrer que certaines voies métaboliques au cours de l'évolution ont subi des transformations passant de protéines fer-soufre, d'enzymes fer-soufre à des enzymes non fer-soufre pour faire la même chimie. Et donc, quand on regarde, quand on fait des analyses, on constate qu'en effet, il y a une assez bonne corrélation entre la présence de clusters fer-soufre et la méthanogénèse. On les trouve chez les archées, l'anaérobiose, l'hyperthermophilie. Donc, on a l'impression que quand on regarde la biodiversité aujourd'hui, dans les systèmes hyperthermophiles, archées, anaérobies, on retrouve beaucoup plus de clusters fer-soufre que dans les systèmes aérobies et chez l'homme. Alors, bon, tout ça pour dire qu'il y en a quand même chez l'homme. Il y a un nombre significatif de clusters fer-soufre chez l'homme, et notamment, vous voyez, ces complexes de respiration sont chargés de différents clusters fer-soufre qui participent à la chaîne de transfert d'électrons. Bon, voilà, il y a des articles de revue qui montrent, voilà, qui donnent des tableaux comme ça avec toutes les protéines fer-soufre connues. Donc respiration, vous voyez ici, tout un tas de métabolisme du fer, de l'hème, différents types de métabolisme, je ne rentre pas dans le détail. Et une chose tout à fait intéressante, c'est et là je dois dire qu'on ne comprend pas très bien pourquoi, mais c'est la présence très forte de protéines fer-soufre dans le métabolisme des acides nucléiques. Et aussi bien pour faire, vous voyez, donc vous avez des protéines d'initiation de la traduction, des hélicases pour la réparation de l'ADN, vous voyez, réparation de l'ADN, histone acétyltransférase, la modification des ARN de transfert, là aussi réparation, enfin, etc., modification d'ARN de transfert. Et en fait, aussi bien chez les bactéries que chez les mammifères, on observe une très grande présence de protéines fer-soufre pour faire de la régulation de l'expression des gènes, je l'ai dit, aussi bien chez les mammifères que chez les bactéries, des modifications d'ARN, que ce soit transferts ou ribosomaux, aussi bien chez les mammifères que les bactéries, et tout un tas de protéines de réparation d'ADN qui comportent des clusters fer-soufre. Voilà. Biosynthèse des clusters fer-soufre. Voilà quelques articles de revue récents sur ce thème que je vais aborder maintenant et qui va constituer la fin de mon exposé. Jusqu'à, mettons, la moitié des années 90, personne véritablement se posait la question de comment sont assemblés, synthétisés les clusters fer-soufre. On peut le comprendre d'une certaine façon parce que les chimistes savent prendre un sel de fer, prendre du sulfure de sodium, prendre une protéine, mélanger tout ça et observer que vous avez un cluster fer-soufre dans la protéine, dans certaines conditions. Et donc pendant très longtemps, les gens ne se sont pas posé cette question parce que c'était assez trivial de faire un cluster fer-soufre dans une protéine in vitro. Bon, ce qu'on avait oublié, c'est que d'une part, on n'a pas des quantités de fer comme ça massives qui se promènent dans la cellule. On a encore moins de sulfure, S2-, de sulfure de sodium qui se promène dans la cellule, parce qu'on considère que c'est une entité très toxique, encore qu'on n'arrête pas de le considérer, mais je suis encore à la recherche de travaux qui montrent très très clairement que c'est impossible d'avoir des sulfures libres dans la cellule. Néanmoins, aujourd'hui, la théorie a complètement basculé, et aujourd'hui, ce qu'on considère d'une manière générale, et vous allez entendre ça à plusieurs reprises avec d'autres systèmes, c'est qu'au contraire, tous ces clusters métalliques existent
et sont positionnés dans telle ou telle protéine uniquement parce que la cellule a mis en place des machineries protéiques d'une très grande complexité qui gèrent les différents éléments du cluster, dans ce cas-là, qui gèrent le fer, qui gèrent le soufre, qui gèrent l'assemblage correct de ces atomes dans la structure finale, et que tout ça est géré aussi en fonction des différentes conditions de l'environnement, plus ou moins d'oxygène, plus ou moins de stress oxydant, plus ou moins de fer, plus ou moins d'autres métaux qui viennent compliquer l'affaire, enfin, etc. Alors, qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de la façon dont ça fonctionne? Donc, si vous voulez, l'idée, c'est est la suivante. Voilà, on est chez Escherichia coli. Vous avez besoin de fer soufre, justement, en permanence, parce que, comme je l'ai dit, vous avez vu dans le cas de l'IRP, même si l'IRP n'est pas présente chez coli, enfin l'Iron Responsive Factor protéine, en permanence, vous avez des fers soufre qui s'en vont et qui reviennent. Vous avez des systèmes qu'il faut activer en introduisant un fer soufre, et puis vous avez des systèmes qui prennent un fer soufre mais sont sensibles et perdent leur fer soufre, donc en permanence il faut, c'est un phénomène de réparation, assembler des fers soufre dans ces protéines. En fait, la façon générale dont le système fonctionne est assez curieux d'une certaine, enfin, a des éléments qui sont étonnants et d'autres qui sont relativement intelligents. Alors, ce qui est étonnant, ce qui est intelligent, c'est que finalement, ce que fait la cellule, c'est d'avoir une usine de construction de fer soufre en nombre très très limité. On va parler des systèmes ISC et SUF. Ce sont des systèmes qui servent à construire les fers soufre. À partir de fer qui vient de l'environnement, tout un trajet du fer, évidemment la cellule ne synthétise pas du fer, ça ne se synthétise pas, ça vient de l'environnement, et de soufre qui vient aussi de l'environnement par tout un tas de réactions chimiques, mais où le soufre finalement se retrouve stocké sous forme de cystéine libre, et c'est ce soufre-là qui va être ensuite utilisé avec ce fer-là, grâce à cette machinerie, à cette usine, pour faire des fers soufre. Donc ça, c'est assez intelligent. Ce qui est plus difficile à comprendre, c'est comment un ou deux systèmes, donc une ou deux usines, arrivent à fournir de façon très très spécifique et très régulée le même cluster fer-soufre, 4 fer, 4 soufre, à une centaine, enfin j'ai même dit à 200 protéines fer-soufre, totalement différents du point de vue de leur structure, notamment tridimensionnelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui fait l'objet d'études, et je pense que Frédéric nous dira un peu, nous donnera quelques réponses à cette question. Bon, voilà, très rapidement, 3 systèmes d'assemblage de fer-soufre. Là, je parle de bactéries, et je vais laisser tomber le système NIF, qui est un système qui est spécifiquement impliqué dans la maturation de la nitrogénase, et je vais revenir à ces systèmes ISC ou SUF pour donner les grandes lignes de leur fonctionnement. Le plus souvent, ce sont des systèmes qui fonctionnent en opéron, donc vous avez toute une série de gènes. Donc déjà, vous voyez, si vous prenez le système ISC et à un moindre degré le système SUF, la machinerie, ce n'est pas une protéine, c'est 5, 6, 10 protéines. Donc c'est déjà un système assez complexe. Et donc, la façon la plus simple de comprendre comment ça fonctionne, c'est en résumant les choses avec deux acteurs majeurs. D'une part, une protéine d'assemblage.
en anglais scaffold. Dans tous les systèmes de maturation des clusters fer-soufre, il y a une protéine d'assemblage. C'est l'usine, c'est celle qui construit le fer et le soufre. Donc c'est la protéine verte. Elle est vide, et puis par tout un tas de mécanismes, elle acquiert le fer et le soufre, elle crée le fameux cluster fer-soufre, et ensuite, une fois qu'il est là, elle le transfère à une protéine cible. Beaucoup de questions se posent sur la source de fer dans ce système, ça reste encore une question. L'autre acteur, c'est la cystéine désulfurase. Donc ça, c'est une protéine qui a été découverte dans les années 90, et en fait, c'est un système qui est assez remarquable en ce qu'il est capable de récupérer l'atome de soufre qui est présent dans la cystéine pour le transformer en quelque chose qui ressemble à du sulfure pour l'incorporer dans des clusters fer-soufre. Ce n'est pas une chimie très, très facile, de sorte que une autre façon de représenter le mécanisme est ici. Vous avez la désulfurase qui récupère le soufre et le donne à la scaffold, à la protéine d'assemblage avec du fer. Vous créez le cluster fer-soufre et il le transfère à tout un tas de protéines. Alors, sans rentrer dans le détail, ces cystéines désulfurases, elles sont extrêmement intéressantes parce que c'est pas absolument évident du point de vue chimique de casser la liaison carbone-soufre ici. Et ce que fait cette protéine, c'est une protéine qui est pyridoxal phosphate dépendante. Vous voyez, le pyridoxal phosphate est cette petite molécule avec un aldéhyde ici. Le substrat est une cystéine, vous faites une base de chiffre, et ça a pour effet donc un lien entre la cystéine et le pyridoxal phosphate, et ça a comme effet d'activer la liaison carbone-soufre. Et ce soufre, il est libéré et il va se fixer, vous voyez ici, sur une cystéine, cette cystéine ici, qui est sur cette boucle proche du pyridoxal phosphate, est capable de récupérer cet atome de soufre, et vous faites une entité qui est tout à fait intéressante sur le plan chimique, qui est ce qu'on appelle un persulfure. C'est l'équivalent d'un peroxyde avec des atomes de soufre au lieu d'atomes d'oxygène. Et ça, c'est une magnifique façon de stocker des atomes de soufre. Et en fait, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que c'est le mécanisme privilégié des systèmes biologiques pour transporter du soufre. Vous voyez, vous avez le soufre dans la cellule stocké sous forme de cystéine, avec une liaison carbone-soufre très stable. Grâce à une cystéine désulfurase, CD, vous sortez ce soufre et vous l'installez dans une cystéine qui est maintenant fixée à la protéine, et vous faites ce persulfure. Et ensuite, vous faites des réactions de transpersulfuration, c'est-à-dire qu'une cystéine d'une autre protéine peut attaquer ce persulfure, casser les liaisons soufre-soufre, et produire un persulfure sur une autre protéine. Et vous pouvez faire ça de protéine en protéine, de sorte que vous pouvez, théoriquement, transporter les atomes de soufre, un atome de soufre, à très longue distance, sans que jamais vous ayez libération du sulfure, du S2-, soi-disant toxique, dans la cellule. Et à un moment donné, bien sûr, il faut le libérer, et là, il faut des électrons pour libérer quelque chose qui va être utile, par exemple, pour faire les fer-soufre. Bon, ça, je rentre pas, ça je laisse tomber. Oui, alors, quelques instants sur un système particulier, parce qu'on l'a pas mal étudié. Donc, je vais terminer sur quelques aspects de travaux que nous avons menés, notamment et très clairement en très grande collaboration avec Frédéric Barras et son groupe. Donc c'est le système SUF. Pourquoi on s'est attaqué plus spécifiquement à ce système plutôt qu'à un autre? Pas uniquement parce que d'autres s'attaquaient à ISC et que c'était mieux de faire autre chose, mais aussi parce que c'était un système plus simple, moins de protéines, donc une machinerie plus compacte, et on s'était dit on va comprendre plus vite comment ça fonctionne. Alors on a eu de la chance de tomber sur quelque chose qui est une sorte de méga complexe protéique. Enfin méga, vous voyez, il y a 5 protéines, c'est déjà pas mal pour un chimiste moléculaire.
Et en effet, ces protéines font un complexe. Dans l'opéron ici, seul SUFA ne s'accroche pas, en tout cas, ou s'accroche peut-être de façon transitoire, mais ne s'accroche pas de façon permanente, comme c'est le cas entre SUFS, SUFE, SUFB, SUFC, SUFD. Alors, en quelques mots, on a établi que le système SUFS-SUFE que SUFS était la cystéine désulfurase du système, donc c'est là que la cystéine arrive, passe sur le persulfure. Il s'avère que ce système a besoin d'une autre protéine qui n'est pas une cystéine désulfurase, qui ne fixe pas de cluster 4 fer 4 soufre, mais est une protéine de transfert d'atomes de soufre. Donc, transitoirement, le persulfure ici passe ici pour faire un persulfure sur SUFE avant de passer à SUFB. On peut se demander pourquoi. Il faut cet intermédiaire SUFE, mais enfin, c'est comme ça. Et SUFB, c'est le système dans lequel va se construire le cluster fer-soufre. C'est là que va arriver le soufre, venant de S et E. C'est là que va arriver le fer. Et ce système est assisté, on peut dire ça comme ça, par une protéine très importante qui est SUFC, qui a des propriétés ATPases, et SUFD également, dont on ne sait pas très bien à quoi elle sert. Il y a beaucoup d'informations cristallographiques sur ces différents systèmes. Pour le moment, malheureusement, il n'y a pas une structure du complexe lui-même. C'est quelque chose qu'on aimerait bien obtenir, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Tout ça pour dire que, et je termine là-dessus, voilà. Le système SUFBCD a des propriétés chimiques tout à fait intéressantes qu'on ne comprend pas encore très bien. Donc, on peut isoler le sous-complexe SUFBCD. Il contient en effet un cluster 4 fer 4 soufre. Ceci a été très, très, très bien établi par tout un tas de méthodes spectroscopiques, résonance paramagnétique électronique, UV visible, spectroscopie Mossbauer. Et découverte récente, c'est que ce système a également une flavine, FAD, qui est fixée probablement à l'interface des protéines. Donc c'est un système qui contient à la fois du fer-soufre et une flavine. Et effectivement, ce système SUFBCD est capable donc d'assembler un cluster fer 4 soufre à partir des soufres qui viennent de SUFSE et à partir de fer qui est fourni en tout cas in vitro sous forme de sel de fer, mais on se pose encore la question quel est le système de donneur de fer dans la cellule, et un système de transfert d'électrons. Et une fois que vous avez créé ce cluster 4 fer 4 soufre dont j'ai montré qu'il était bien établi, eh bien ce cluster en effet n'est là que transitoirement et peut être transféré à une apoprotéine pour donner une holoprotéine. Et ça a été très bien démontré, par exemple, dans le cas de la conitase, où vous voyez que le système SUFBC2D contenant, le système SUFBC2D est bien plus efficace que pour activer la conitase, qui contient un cluster 4 fer 4 soufre. Donc, à nouveau, c'est le système SUFBC2D, donc celui-là, qui réagit avec l'aconitase sous la forme d'apoprotéine, qui lui introduit un cluster 4 fer 4 soufre et qui la rend capable d'avoir cette activité que j'ai décrite précédemment. Et c'est ce qu'on voit ici dans l'activité. Si au contraire vous donnez du fer et du soufre, sans la machinerie, vous voyez que l'activité est pratiquement nulle, donc il faut vraiment une machinerie protéique pour faire ça. Voilà. Dernier point, on se pose la question du rôle du cofacteur flavinique. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce système-là ne fixe que la flavine à l'état réduit. Elle ne fixe pas la flavine oxydée. Donc ce qu'on pense, pour conclure, c'est sur cet exemple de construction d'un cluster métallique, c'est que vous avez cette partie inorganique qui est le sulfure qui provient de la cystéine via les persulfures de SUFS, SUFE et installation de soufre SUFB. Ensuite, le fer arrive, et la question qu'on se pose, c'est
une hypothèse de travail serait que la flavine réduite, qui contient un potentiel d'électrons intéressant, avec un potentiel redox assez bas, permet de réduire le fer d'une source de fer et de mobiliser ce fer. On a fait des expériences avec le citrate ferrique ou la frataxine. Ce fer, sous forme fer2, est libéré et peut venir s'associer avec ces atomes de soufre dans une chimie qui est encore absolument pas connue, pour former le 4 fer 4 soufre. Donc l'hypothèse de travail, c'est que ces électrons viennent du FADH2. Et donc le cycle, nous le voyons ainsi. Vous avez le système de maturation qui contient une flavine réduite. Il s'associe avec SUFSE. Les électrons provenant de la flavine réduite, les soufres venant de la cystéine, le fer venant d'une source de stockage du fer 3, conduit à l'installation du 4 fer 4 soufre dans SUFB. Ce 4 fer 4 soufre peut être ensuite transféré, par exemple, à la conitase qui devient active. Et ce faisant, comme le FAD n'est pas fixé, seul le FAD réduit, FADH2 est fixé par la protéine, il est libéré. Donc on se retrouve avec du FAD libéré ici et un système de maturation qui ne contient pas du FAD. Donc il faut associer un système complémentaire qui permet de réduire le FAD en FADH2 pour l'installer dans la protéine. Donc c'est un système complexe qui est encore très mal connu, mais voilà, c'est pour vous dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire pour comprendre l'assemblage des atomes de soufre et de fer au sein d'un cluster 4 fer 4 soufre qui est somme toute pas très compliqué, il est symétrique, enfin, etc. Pour terminer, je dirais que je termine là-dessus. Pour des raisons pratiques, le biochimiste que je suis commence à travailler avec des systèmes bactériens. C'est plus simple dans l'expression des protéines, dans la manipulation des protéines, dans la génétique, etc. Mais évidemment, comme je l'ai dit, il y a des systèmes, des clusters fer-soufre, des protéines fer-soufre chez les eucaryotes et en particulier chez l'homme. Et je voudrais simplement dire que depuis quelques années, on découvre, pas nous, mais des spécialistes de cette biologie-là, découvrent des maladies génétiques associées à des mutations dans des protéines d'assemblage des clusters fer-soufre. Alors ici, comme vous le voyez sur cette figure, une grande partie de la synthèse des clusters fer-soufre chez l'homme, enfin chez les eucaryotes, se produit dans les mitochondries. C'est ce qui est indiqué ici. Je ne rentre pas dans le détail, mais il se passe. La stratégie chimique de synthèse des clusters fer-soufre est très très bien conservée. C'est-à-dire que chez l'homme aussi, il y a des cystéines désulfurases et il y a des protéines d'assemblage. Les partenaires peuvent être différents, mais globalement, il y a la même philosophie. Il faut sortir le soufre des cystéines, il faut du fer et il faut une usine qui construit les clusters fer-soufre qui va ensuite les délivrer à toutes les cibles potentielles. Et donc ici, quelques exemples. Vous voyez, une protéine d'assemblage ISU. Très récemment, on a pu montrer qu'il y avait des maladies associées à des mutations dans ISU, des myopathies. Frataxine, la protéine dont j'ai peu parlé, mais qui pourrait être une protéine de transport du fer et qui fournirait le fer à la machinerie d'assemblage des clusters fer-soufre. Donc il y a la fameuse ataxie de Friedreich, maladie génétique. Bon, voilà, etc. Mytoférine, qui est impliquée dans le transport du fer, également cible, maladie. Et puis une glutarédoxine, etc., etc. Donc vous avez un certain nombre. Donc il y a un intérêt tout à fait clair de se plonger sur ces systèmes-là. Pas simplement sur le plan fondamental, c'est-à-dire comprendre
pour le chimiste que je suis, comment la nature fait pour assembler de façon extrêmement fine, extrêmement contrôlée, ces entités, ions ferriques, ferreux et ions sulfures, dans une organisation tout à fait particulière qui sont ces clusters. Mais au-delà de ça, effectivement, métabolisme extrêmement important pour le système biologique et qui peut se traduire dans le cas des eucaryotes par un travail spécifique qui s'adresse aux maladies qui impliquent ces protéines. Voilà, j'en ai terminé. J'ai essayé ce premier cours est essayer de survoler un peu ce type de problématique. La semaine prochaine, je discuterai d'une famille de centres de protéines fer-soufre avec des chimies assez compliquées et qui sont des cibles thérapeutiques extrêmement intéressantes et très, très développées. Donc on verra un cas de système fer-soufre qui est ciblé pour des médicaments, notamment antibiotiques, antibactériens.